Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir. Jeudi prochain, vous serez jugé au tribunal de Bobigny en compagnie de Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard aussi, notamment. Vous serez 5, je crois. Ou... 6. 6, pardon. 5 plus Jean-Luc Mélenchon. 4 députés plus 2 de nos amis. Jugés unique. Pour acte d'intimidation envers la justice, envers l'autorité judiciaire plus précisément, rébellion et provocation. Un an à peine, puisque c'était en octobre, après les fameuses perquisitions au siège de la France Insoumise. Cet après-midi, dans une conférence de presse enflammée, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé un procès politique et a déclaré « Je ne crois personne, je ne crois pas les juges, je n'ai pas confiance dans la justice ». Ma question est simple, vous non plus, Alexis Corbière, vous n'avez pas confiance dans la justice ? On verra après ce procès. Vous résumez les choses à un moment où il était interrogé notamment sur la situation du président de l'Assemblée nationale. C'est une phrase forte tout de même. Bien entendu. Mais on va essayer de reprendre le fil. Nous, il y a toute une série de choses qui nous déplaisent dans ce qui nous arrive. Non pas que nous ayons des comptes à rendre à la justice, franchement, on n'est pas au-dessus des choses, mais il y a une situation hors norme dans ce qui nous est arrivé. Je crois même que Bruno Jeudi, vous l'aviez rappelé autrefois, dans d'autres émissions. Au point départ de tout ça, l'élément déclencheur, c'est une lettre sans preuve d'une dame qui s'appelle Sophie Montel, je ne veux pas écorcher son nom, qui était une eurodéputée du Front National. Front National, puis passée avec M. Philippot à d'autres aventures, aujourd'hui elle ne l'est plus, qui avait dit, je la cite, pour faire un pied de nez à la justice, qui a fait une lettre où elle dénonce 17 eurodéputés, 17, sans preuve. Une longue liste dans laquelle je vais égrener, je ne les cite pas tous, mais je leur souhaite aucun mal d'ailleurs. Yannick Jadot, Jean Arthuis, Michel Alliot-Marie, sans preuve. Et sur la base de cette dénonciation, sans preuve, j'insiste, il y en a un seul qui voit chez lui une perquisition, 115 policiers de à son domicile. Les autres ont eu des perquisitions au siège des partis. Oui, mais d'accord. Oui, sur cette liste, tous les gens que j'ai cités, eux, il n'y a eu aucune suite. Tout le monde considérant que ça valait pas Souni, ça ne valait rien. D'accord ? Bon. Et cette disproportion, quand même, a amené la réaction que vous avez vue il y a un an. Que je regrette, franchement, il y a un an, les choses, si elles s'étaient passées autrement. Mais comprenez ce sentiment d'injustice qui nous a frappés. L'autre aspect était sur les comptes de campagne, nos comptes de campagne qui ont été validés. Nos comptes de campagne ont été validés. Et par exemple, d'autres comptes, ceux de M. Macron, ont été validés, mais avec plus de signalements de problèmes d'irrégularité de la part de la Commission nationale. Et vous, il y a une enquête. Voilà. Alors, au bout d'un moment, on se dit, mais c'est quand même singulier. Et c'est ça qui amène cette situation particulière, cette perquisition haute en couleur que vous avez vue, et qui amène à ce que, aussi, là où nous nous interrogeons, c'est que c'est le parquet, un procureur, qui nous convoque à Bobigny. Alors, c'est pas un juge d'instruction, parce que le juge, lui, il est indépendant. Le procureur, c'est pas il va faire injure, il reste sous l'autorité du garde des Sceaux. Donc c'est le gars-là, et je pourrais continuer la liste. Par exemple, juste une anecdote que je ne cesse de répéter sur les plateaux. Je n'ai pas reçu de convocation. Voilà, je n'ai pas été touché, comme on dit, par une convocation. C'est la presse, le journal L'Express pour le citer. Il a fallu que je demande au bout d'un mois et demi que la presse l'avait dit, à ce que mon avocat prenne contact avec le tribunal de Bobigny pour savoir si... Et je pourrais continuer la liste des nombreuses bien, on entend bien. Bizarre. Pour ceux qui n'ont pas entendu la conférence de presse de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, elle dure 1 heure. Je vous propose d'écouter un extrait et on entend la colère du leader de la France Insoumise qui s'en prend au pouvoir, à la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, et même à Éric Dupond-Moretti. Et d'ailleurs, vous entendrez aussi la réponse de l'avocat. Regardez. Mes camarades, dans ce procès, nous ne sommes pas convoqués à un procès, nous sommes convoqués à une condamnation publique. Madame Belloubet, il lui en cuira politiquement, a décidé d'organiser le spectacle. Et nous avons reçu le message, peut-être ce qui a déclenché ma décision d'écrire un livre, en apprenant que Maître Dupond-Moretti, une star du barreau, sera payé par l'État pour défendre les policiers qui sont là. C'est du délire. Non, Jean-Luc, de grâce, soit je fais un procès, parce que ce que vous racontez est débile, diffamatoire, soit, franchement, je m'amuse de cela. Je vous conseille de bien dormir, d'aller voir un médecin, de prendre un peu d'homéopathie et peut-être une camomille. C'est ridicule. Et alors, il y a même Madame Belloubet aussi, qui serait dans le complot. Moi, vous savez, il y a 35 ans que je suis avocat, personne ne m'a jamais dicté qui je devais défendre ou qui je ne devais pas défendre. C'est vrai que pour la première fois, d'une certaine façon, Jean-Luc Mélenchon a précisé les choses aujourd'hui. Il n'a pas seulement parlé d'un procès politique, il a cité la ministre
de la justice. Ma question est simple, là aussi. Quel rôle a-t-elle pu jouer, selon vous, dans cette affaire? Et pourquoi est-elle directement citée? Mais évidemment, il y a un caractère de piège à votre question, parce que moi, j'ai pas, comment dirais-je, la capacité de... J'observe les faits. Et quels sont vos soupçons il peut y avoir une mécanique de zèle. Par exemple, je prends le cas de Madame Geneviève Leguet à Nice, bousculée par un policier. Le procureur, dans le premier temps, a dit « c'est rien passé ». Puis après, il a dit « non, mais j'ai préféré dire qu'il ne se passe rien pour protéger Emmanuel Macron ». Il l'a dit. Donc c'est bien la preuve que parfois, de la part des procureurs, il y a ce lien de hiérarchie qui fait qu'ils ont une parole qui peut être questionnée. Quand je dis ça, je ne dis pas toute la justice est pourrie, je cite des cas précis. Voilà. Mais quand on cite un ministre, c'est qu'on a une idée en tête. Enfin, je veux dire, c'est pas hasard. Oui, je pense qu'il y a eu une volonté, sans aucun doute, de cibler particulièrement des opposants en mettant en place ce dispositif disproportionné dont je parlais tout à l'heure. 115 policiers de l'Oclif. Vous savez, l'Oclif, ils ont 115 personnes qui sont censées lutter notamment contre la fraude et l'évasion fiscale. Ça coûte chaque année 60 à 80 milliards d'euros aux contribuables. C'est terrible. Et bien là, ils étaient tous mobilisés d'un seul coup. C'était quoi le problème? Et ça a duré plusieurs jours sur le cas Mélenchon, sur la base de ce que j'ai dit tout à l'heure. J'aimerais que ceux qui nous écoutent me suivent. Une dénonciation sans preuve d'une opposante politique. Quand on vous Personne. écoute... Non mais bon, ben oui, quand on m'écoute, mais les faits sont là. Mais après, je voudrais répondre à Maître Dupond-Moretti, si vous me le tentez. Oh, allez-y. Bah, vous avez mis l'extrait, alors ne mettez pas l'extrait. Non mais qu'est-ce que vous voulez dire? Non, mais parce que, je veux dire, premièrement, je ne sais pas pourquoi il insulte comme ça, mais nous avons pointé le fait qu'ils utilisent un avocat très médiatique, démontre aussi la volonté de la part de ceux qui ont fait ce choix de donner un caractère de grand spectacle de ce procès. D'accord? Et deuxièmement, c'est les policiers là qui ont pris du... Enfin, mais c'est un choix, d'accord? Et je vois pas où il dit qu'il veut attaquer en justice, quoi? Qu'il va être payé par l'État? Il va être payé par l'État. Donc c'est quoi le problème? On n'a plus le droit de dire ça. Et pourquoi il dit qu'on est malade? C'est quoi ce problème? Vous savez, c'est les staliniens qui expliquaient que leurs opposants, ils les mettaient dans les hôpitaux psychiatriques. Donc faut qu'il se calme, Dupond-Moretti, parce que s'il veut faire la liste, on va la faire, de toutes les insultes qu'il a portées parfois contre des juges dans d'autres affaires. Il avait le verbe très haut quand il s'agissait qu'il avait d'autres clients, Monsieur Balkany, que des gens honnêtes, le roi du Maroc, et je pourrais continuer, où là il était très virulent. Donc qui baisse d'un ton Dupond-Moretti et qui prenne éventuellement lui aussi une petite camomille avec Jean-Luc, si ça lui fait plaisir. Non mais c'est insultateur, je vois bien, parce qu'il veut capter tout le truc. Mais moi je veux parler du fond. Alors revenons au fond avec Bruno Jeudi. On vous a bien entendu sur le fond. Vous expliquez les choses assez calmement, vous exprimez même des regrets. On a tous fait, Jean-Luc Mélenchon aussi. Jean-Luc Mélenchon, mais là il remet le couvert. Il met en scène à nouveau ce procès. Il parle de justice politique, de procès politique, battu en brèche par le fait que Richard Ferrand a été mis en examen. Non, pas du tout. Arrêtez, Bruno. Vous desservez votre propre cause. Vous avez des arguments. J'ai compris les éléments de communication depuis ce matin. La preuve que ce que dit Mélenchon, c'est qu'il y a Richard Ferrand. D'accord? Alors ça n'a rien à voir. J'espère que vous êtes très fin là-dessus. C'est un juge d'instruction. Ce qui est intéressant, le cas Ferrand, on peut en parler. Le procureur, lui, il avait classé l'affaire il y a quelques mois. Richard Ferrand, je l'écoute, en plus, je respecte beaucoup Richard Ferrand, qui, du point de vue du président de l'Assemblée nationale, est bien mieux que de Rugy, qui était d'une arrogance insupportable. Donc, non, j'en fais pas une... Les mêmes faits, Richard Ferrand a dit sur la base des mêmes faits, un juge d'instruction en tire une autre conclusion. Ça illustre ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'un procureur ou un juge d'instruction peut éventuellement ne pas rendre la même décision sur la même situation. Donc moi, j'aurais préféré, je ne sais pas, qu'au moins celui qui nous convoque soit un juge d'instruction qui est indépendant du pouvoir politique. Donc Ferrand, deuxièmement, autre exemple, il est convoqué. Vous savez ce que ça veut dire être convoqué? On appelle votre secrétariat. Monsieur Ferrand, voilà, quand est-ce que vous allez venir? Quel jour vous convient? C'est pas une perquisition à 6h du matin. J'espère que les gens voient la différence. Donc, ce que vous venez de dire me donne le point, Bruno Jeudi. Ils ne sont pas traités tous les deux de la même façon. Ok, très bien. Alors, je dis pas que dans ce pays, pour la première fois, la justice s'en prend un politique avec Mélenchon. J'avais remarqué, j'ai beaucoup de défauts, je suis un peu limité, mais j'avais remarqué qu'il y a déjà des hommes politiques qui ont rendu des comptes à la justice. Mais je dis, sur la base de faits, que c'est la première fois que nous sommes convoqués de la sorte. À tel point, vous qui aimez l'histoire, je le sais, c'est la première fois depuis 1958 que 4 parlementaires passent en procès. C'est la première fois. Donc au moins une telle décision aurait pu être prise par un juge indépendant, un juge d'instruction. Pourquoi c'est le parquet qui nous convoque? Catherine Tricot, s'il vous plaît. Ça, c'est des éléments de fond. Après le reste, c'est le folklore. Hein. Oui, je voulais juste faire un tout petit peu de côté.
vous avez décidé de faire votre rentrée en médiatisant, politisant votre procès. Est-ce que vous n'avez pas l'inquiétude, la crainte que ça recouvre complètement tous les autres sujets de cette rentrée? On a vu hier un sondage qui disait que 41% des Français considéraient qu'il n'y avait pas d'opposition à Emmanuel Macron. Et il y a quand même de grosses questions et on voit que demain il y aura une grande grève et qu'il n'y a pas de reprise politique. En tout cas, on ne l'entend pas sur le plan politique. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet que finalement votre procès surplombe tout, notamment dans une période où il y a la grève aux urgences, la retraite, etc. Je partage ce que vous venez de dire. La philosophie générale du propos. Premièrement, Jean-Luc a parlé tout à l'heure 1 heure. La question du procès, c'était 20 minutes. Il a dénoncé l'offensive sur les retraites et nombre d'autres sujets. On a parlé 20 secondes, arrêtez, on y était. Non, mais attendez. Moi aussi, j'étais même sur la photo. J'étais mieux placé que vous, cher Bruce. Au point de se demander si ça vous intéresse, la réforme des retraites et la grève à la RATP. Là, Ah non, c'est pas une blague. Vous qui êtes un aimé Alexis Corbière. mais non. Mais non. Nous avons parlé. Attendez, Catherine Tricot a raison. Et si vous permettez, je vais compléter sa question en disant, est-ce que vous avez le sentiment que ça intéresse autant les gens, votre histoire, que... Alors là, c'est non mais vraiment, je vous pose la question. On met quelqu'un tout nu, on le jette dans la rue, après on crie à l'attentat à la pudeur. Non mais attendez, hier on a fait une conférence au siège de la France Insoumise, on a parlé des retraites ADP, vous n'en avez pas parlé, vous vous en fichez, je dis vous, les médias, vous vous en fichez totalement. J'ai fait 2 conférences de presse ces derniers jours avec mes amis, on a parlé ADP, retraite, l'offensive que ça prend, vous vous en tamponnez le coquillard totalement. Chaque propos sur le procès. Mais non, mais alors, je regrette. C'est faux. On parle énormément de la réforme des retraites et on donne la parole à tous les opposants. Cette histoire de procès. Je préférais avoir autre chose. Mais c'est vous qui la mettez sur le tapis, Alexis Corbière. C'est exactement ce que disait aussi Bruno Jeudi. Parce que Mélenchon est en train de mettre en place. On va pas se laisser étrangler dans le silence dans un coin. Ça, c'est autre chose. Non, mais attendez. Il y a 1 an, il vous a coûté cher, votre réaction. Alors, faudrait virulente. Se faire tout petit. 1 an plus tard, se faire tout petit. Mais faudrait accepter, Bruno, faudrait accepter que j'apprenne au mois de mai par la presse ma convocation et que je ne la reçoive jamais. Tout est hors norme dans ce procès. Tout est hors norme. Je voulais que je vous dise, en vérité, on pourrait 100 000 fois repousser ce procès tellement il y a d'irrégularités. On s'en expliquera. On ne le fera pas parce qu'on veut que ce soit réglé rapidement. Parce qu'on a bien compris, quand je dis que c'est politique, c'est que franchement, vous avez raison. J'espère avoir des choses plus intéressantes à raconter vis-à-vis des Français. Ils s'en foutent de notre histoire en vérité. Je le comprends très bien. Les amis, on pourrait même arrêter le sujet sur le procès. Parlons des retraites. On veut faire travailler les gens plus longtemps. On veut leur faire les poches. On veut que les gens soient des retraités pauvres, ce qui va créer des problèmes. On veut développer un business de l'assurance privée qui va compléter les retraites non complètes. Ce qu'a déclaré ce soir le Premier ministre est honteux. Interrogez-moi là-dessus. C'est que Jean-Luc Mélenchon a décidé de faire sa rentrée. Il fait sa rentrée en se victimisant. Ah oui, c'est lui qui s'est auto-convoqué. Mais c'est une blague, j'espère. Mais il y a quand même eu des voies de fait il y a 1 an. Voies de fait. En tous les cas, il y a eu des violences. Des violences. C'est ce que. Ah bon? C'est la justice qui tranchera. Y compris cette dénomination qui est un terme juridique, il n'y a pas de violence, justement. Acte d'intimidation envers l'autorité. Rébellion. Rébellion. D'accord, on va juger. Non, mais ne m'étonnez pas, parce que moi, Alexis Corbière, moi, je suis moins cultivé que vous. J'ai appris que moi, je suis convoqué pour intimidation. Le tarif, c'est 10 ans d'emprisonnement, 150 000 euros. Si vous permettez. Plus avec peine annexe, inéligibilité. Ça me fait pas rigoler. La magistrate tout à l'heure, ici même, disait 2 ans. Oui, non, mais attendez, juste Alexis Corbière. Moi, je préférerais. Non, mais ce que vous dites, c'est la preuve qu'il y a un caractère politique. Le jour où ça a eu lieu, je m'enflamme parce que, en plus, moi, j'ai la trouille un peu de tout ça. Je vous le dis clairement, ça ne m'amuse pas. Le jour où ça a lieu, la perquisition, c'est le remaniement ministériel. On ne peut pas en parler. Notre parole est entravée il y a 1 an pour commenter ça. Là, on fait la rentrée politique et on parle de... Je vous donne le point, vous avez 100 000 fois raison. Laissez-moi juste dire un mot, Alexis. On vous pose des questions par ailleurs. Enfin, vous avez tout à fait le droit de vous enflammer, tout va bien. Chacun aura compris qu'à travers vous, je m'adresse aux Français. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est vrai que du coup, cette situation un peu exceptionnelle donne lieu parfois aussi à des scènes assez incroyables. Regardons très vite. Jean-Luc Mélenchon, interrogé tout à l'heure dans la fameuse conférence de presse sur l'affaire Ferrand, et ce soir, Édouard Philippe qui salue les déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Regardez. Ça, c'est drôle. Peut-être que M. Richard Ferrand est tombé dans un piège. Existe dans ce pays une chose qui s'appelle la présomption d'innocence. Je sais que ça compte pas, hein. Et le pilori est dressé. Donc M. Ferrand va être mis au pilori pendant plusieurs jours, peut-être une grande semaine. N'importe quel juge peut décider, l'un décide un non-lieu. Par exemple, le parquet a eu M. Ferrand sous la main, ils ont fait un non-lieu. Là, c'est normal, hein. Et puis maintenant, il y a un autre juge qui lui vient dessus, hop, et je sais pas, il est mis en examen. Il est mis en examen. Je vais reprendre les mots de M. Mélenchon, c'est pas forcément mon habitude, mais Jean-Luc Mélenchon a raison de rappeler que la présomption d'innocence, dans une démocratie, ça existe. Si nous voulons préserver, pas simplement pour tel ou tel élu,
pour l'ensemble de nos concitoyens un système d'état de droit, il faut reconnaître la présomption d'innocence. Elle vaut pour Richard Ferrand ni plus ni moins que pour n'importe quel autre citoyen. Honnêtement, bon, on ne va pas faire de conclusions philosophiques sur ça, mais il y a presque une inversion d'épaule, là. C'est étonnant. Oui, non, mais je comprends. Et par ailleurs, ce sont les gens qui sont en train de vous faire un procès politique, par ailleurs. Non, mais parce que... Si j'ai bien compris. Moi, le raisonnement de Jean-Luc, c'est sans doute le mien. Pour le coup, j'ai pas eu le temps de discuter avec lui. Moi, pendant la présidentielle, sur l'affaire Fillon, j'avais la dent dure. Et je pense qu'il y a sans doute, ils doivent rendre compte à la justice. Mais il y a eu, indiscutablement, une élection présidentielle qui a été impactée par cette affaire. Par exemple, je viens d'apprendre que la famille Fillon, le couple Fillon, leur procès aura lieu 15 jours avant les municipales. Je suis pour qu'ils rendent des comptes. Mais même le record de France de la mise en examen pour un homme politique. Non, mais j'entends. Ce que je veux dire, c'est qu'à 15 jours d'une élection municipale, vous savez, moi, je suis pas de droite, c'est mes adversaires politiques. Oui, vous voulez mais dire que ça tombe mal pour eux, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. C'est assez heureux. Non, mais pour peut-être une formation politique qui aimerait la droite. Voilà. Okay. Et c'est peut-être heureux. Bon, bref. Bon, et de la même façon, qu'est-ce qu'a fait Jean-Luc? C'est rappeler un principe. Et je dirais la même chose, même si c'était des gens du Front National dont je ne suis pas d'accord. Il y a la présomption d'innocence. Mise en examen ne signifie pas pour autant qu'immédiatement vous devez vous êtes condamné. Parce que la justice, il arrive parfois qu'elle n'a pas toujours raison. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de justice. La présomption d'innocence, c'est quand même une précaution juridique. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que quand le prévenu passe en tribunal, on respecte ses droits et qu'on le présume innocent. Mais là, vous prenez une position politique. Vous n'êtes pas... Non, ce que je veux dire, c'est qu'on attend de vous, on imagine que vous preniez une position politique. C'est-à-dire, est-ce que finalement, vous considérez que Richard Ferrand, qui a bénéficié d'un non-lieu parce qu'on a pensé que c'était prescrit, est-ce que ça vous convient, ça vous paraît bien pour la France que le président de l'Assemblée nationale soit aujourd'hui mis en examen parce qu'il a loué les locaux que sa femme avait achetés? Non, mais je veux dire, qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur le fond politique? Avec que s'il est condamné, il y a un problème. Non, mais non, il n'y a pas qu'une question. Je veux dire, est-ce que vous et moi je peux avoir mon opinion? Oui. Moi, quand je lis des articles, ça me choque ce qui est reproché. Mais est-ce que vous et moi savons s'il est coupable à ce stade? Non, je ne comprends pas quelle est votre question. Moi, je suis pas. Ma question, si demain vous êtes mis en examen, je ne suis pas pour que vous démissionnez. On peut laisser le temps. Non, mais voyez. Ce que je veux dire, c'est que je vais vous dire, dans ma vie, j'ai déjà été mis en examen. Vous pensez que cet homme-là peut diriger l'Assemblée nationale, représenter la France, etc. Vous pensez que ça ne pose pas de problème? Moi, ce que je pense, c'est que c'est la. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a loué. En notant. Est-ce que c'est illégal? À sa femme? La justice décidera, puisque pour l'instant, il est mis en examen. Alors attendez, s'il vous plaît. Attendez. Vous me disiez que vous trouvez ça, vous. J'entends bien, mais on est d'accord. Mais moi, je vais vous dire, moi je suis pour que Ferrand il démissionne parce que politiquement il soutient ce gouvernement. Moi je suis pas le droit d'évoquer les élus. Mais je ne suis pas. Non, mais c'est une question de fond. S'il vous plaît. C'est une question de fond. Parce que si on joue à ce jeu. Je vais vous dire une chose, par exemple. On évoquait la campagne présidentielle. Le cas de M. de Rugy, utiliser des fonds pour faire des repas. Emmanuel Macron l'a fait avant la campagne présidentielle, en utilisant les fonds. C'est extrêmement choquant. Pourquoi personne ne s'est intéressé à cette affaire? On aurait pu donner une couleur différente à la campagne de M. Macron pour la campagne présidentielle. On est presque au terme de cette... J'ai passé l'âge de croire que d'un seul coup, on s'intéresse à l'un ou à l'autre, indépendamment des questions politiques. Voilà ce que je dis. Merci. On vous reçoit depuis presque... Non, s'il vous plaît. D'ailleurs, on est ravis de vous accueillir ce soir pour vous expliquer. Il nous reste 2 petites minutes à passer ensemble. Il est presque 23 heures et je voudrais vous proposer qu'on écoute ensemble Benoît Galleret parce qu'il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon qui a fait parler de lui aujourd'hui. Il y a Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement. C'est une petite phrase qui a du mal à passer. C'était sur BFM TV ce matin, Benoît. La porte-parole a voulu souhaiter bon courage aux usagers de la RATP pour la grève de demain, Benoît. Ça partait d'un très bon sentiment, c'était adorable. Et puis, oups, vous l'avez dit, 10h20 sur BFM. Thomas Misraki interview la porte-parole sur la grève de demain. Jusque-là, normal, tout se passe bien. Quand soudain, dernière question, pas de chance. Et vous, madame, demain, comment allez-vous travailler? Réponse. Demain matin, j'utilise ma voiture de fonction comme tous les jours. Donc, je serai de cœur avec tous les franciliens qui galèreront dans les couloirs du métro. Et tous les franciliens qui vont galérer dans les couloirs du métro n'ont pas vraiment apprécié le coût de la voiture de fonction. Mépris de classe, privilégié, déconnexion totale. Les réactions ont été très très vives sur Twitter, comme souvent. Les galériens, comme elle dit, piqués au vif, lui souhaitent bon courage à elle aussi, comme Seb, qui a dégoté cette jolie photo de voiture Omar, subtile allusion au niveau de vie du gouvernement. D'autres sont moins polis encore, je vous épargne les mots les plus durs, mais disons que beaucoup l'imaginent un peu comme ça, demain, dans sa voiture de fonction. Sibeth Ndiaye, tel Mr.
Bean. On s'est un peu lâché Alors, comme d'hab. pourquoi cette sortie a été vécue comme une telle provocation? Parce qu'après tout, qu'est-ce que vous voulez, c'est normal que le gouvernement travaille et même un jour de grève dans le métro. En effet, on imagine que les ministres vont se déplacer, même s'il y a la grève sur la ligne 9. Mais j'ai quand même trouvé plus réfléchi que les gifs de Mr Bean. Robin, par exemple, résume assez bien pourquoi ça a agacé autant de monde. Réconciliant, dit-il, le vocabulaire hanounien et le mépris macronien. Si Beth Ndiaye est le personnage le plus fascinant de ce gouvernement, comprenez qu'elle arrive après une longue série de dérapages qui ont laissé des traces dans la population. Les vexations, ça dure. D'autres, pour finir, se demandent même si c'est pas fait exprès, une diversion pour l'affaire Ferrand. Je l'ai lu plusieurs fois. Une polémique pour en chasser une autre, comme du temps de Sarkozy quand on envoyait Nadine Morano sortir une énormité pour masquer la forêt. Là, je vous confesse que vu le malaise en haut lieu autour de cette sortie, c'est assez peu crédible. Nous avons plus probablement affaire à une vraie bonne vieille boulette, comme à l'ancienne, un nouveau dérapage, mais en voiture de fonction cette fois-ci, s'il vous plaît. 10 secondes pour un commentaire. Non, mais même pas. Bon courage à ceux qui font grève demain. Ils le font pour tout le monde, pour défendre le système des retraites. Après, je veux dire, Madame Ndiaye, c'est assez secondaire, mais c'est assez symptomatique aussi de la déconnexion. Mais d'abord, je pense, ils font pas la grève pour embêter les gens. Ils font la grève pour défendre un système de retraite, et ils ont bien raison. Nous recevons 2 invités dans quelques instants pour en parler. Et à toute dernière seconde, vous avez des nouvelles d'Alexandre Benalla? Il est chaud. Il est chaud. Il a le presque autant que vous. Non mais vous allez vraiment vous battre ou pas? Non. Non. Il vous a proposé un octogone là, le match, un match. Oui, non, mais il faut que les gens comprennent. Il avait trouvé l'audace d'envoyer un tweet où il donnait des leçons, en quelque sorte, de respect de la justice à nous tous. Bon, puis il y a eu un échange comme ça sur Twitter. J'observe qu'il a du temps, ce garçon, manifestement. On en a parlé. Parce qu'il est très chaud. Donc, merci beaucoup, Alexis. Organiser un petit débat, on pourrait éventuellement. Oui, tant que c'est un débat. Mais un brassard, un casque de police, sinon moi je. On va lui proposer. Merci beaucoup, Alexis Corbière. Il est 23h sur BFM TV.